Bon, alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer le TD concernant l'identification. Alors, on aura traité deux exercices qui traitent de l'identification, donc montrer comment les protocoles d'identification peuvent être mis en œuvre en évitant un certain nombre. Dans certains cas, il y a des failles qu'il faut éviter. Alors, dans ce cas précis, vous avez le premier exercice. Donc, vous avez un protocole d'identification entre Alice et Bob. Alors, on a différents scénarios, donc on va étudier au fur et à mesure. Dans le premier cas, on suppose que Alice et Bob, qui partagent une clé secrète, et utilisent le protocole suivant. Donc, Alice, elle choisit une valeur aléatoire V, et on voit le couple VC. À Bob, où C et le chiffrement de V avec la clé K. En deuxième étape, à la réception de ce couple, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déchiffrer le C et vérifier effectivement que C correspond effectivement, le déchiffrement de C correspond à V. Donc, dans ce protocole, on vous dit comment Eve peut violer la sécurité de ce protocole. C'est-à-dire que ce protocole-là, tel qu'il est, c'est que Eve, à un moment donné, elle peut se faire passer pour Alice auprès de Bob. Dans la deuxième question, étant donné on arrive à trouver cette faille, on vous demande de modifier ce protocole pour pouvoir résoudre ce problème, c'est-à-dire ce problème d'usurpation d'identité de Eve pour ne pas lui permettre de réaliser cela. Alors, ensuite, la suite de l'exercice, c'est la suivante. Donc, on vous dit si Eve arrive à avoir accès à la mémoire de Bob, elle peut obtenir la clé secrète K et l'utiliser pour se faire passer pour Alice. De plus, pour permettre l'identification de plusieurs entités, chaque paire d'entités doit avoir une clé secrète. Comment résoudre ce problème? Ensuite, dans la question qui suit, on considère le protocole de Fiat-Chamu. Alors, on vous demande d'utiliser ce protocole pour construire un protocole d'identification, ce qui revient un peu à utiliser le cours pour réaliser cela. Et ensuite, montrer que Alice réussit son identification alors qu'une autre personne ne peut pas le faire, c'est-à-dire qu'elle va échouer. Donc ça, c'est l'exercice qui est proposé. On va, je dirais, choisir répondre aux questions une à une. On commencera par la première question. Donc, la première question, on avait montré qu'il y avait un protocole qui était utilisé entre Alice et Bob. Et ce protocole, malheureusement, comporte une faille d'usage. Donc, on vous demande de montrer comment Eve peut utiliser cette faille pour pouvoir se présenter en tant qu'Alice auprès de Bob. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme élément qu'on peut voir à travers ce protocole pour montrer qu'il y a effectivement une faille et qu'on peut exploiter cette faille par la suite. Donc, à votre avis, quel est le problème qui est posé ici? Donc, si vous analysez ce protocole, vous allez voir que effectivement, la faille, on peut la détecter automatiquement par rapport à ce qu'on a vu déjà en cours. Si vous regardez ici, le problème, c'est quoi? C'est on choisit des variables aléatoires et on va les coder. Je vous rappelle que dans le cours, on avait dit que pour éliminer un certain nombre de problèmes, parmi les attaques qui existent, il y a les attaques de ce qu'on appelle les attaques de rejeu.
les attaques de rejeu, elles sont faites dans quelle situation? Elles sont faites quand vous avez des échanges de valeurs et vous n'utilisez pas, par exemple, les nonces qui sont utilisées une seule fois, je vous rappelle, ou bien on n'utilise pas les datations, où la date change en permanence avec le temps, plus le temps évolue. Donc, ce qui est le cas ici. Donc, si vous analysez ici, vous avez des valeurs qui sont aléatoires qui sont utilisées. Il n'y a pas cette notion de nonce et il n'y a pas aussi cette notion de datation. Et donc, ici, Ève, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tout simplement, elle peut se mettre à l'écoute et automatiquement, ça lui permettra de, je dirais, d'intercepter les couples qui sont VC, et il suffit qu'elle stocke un certain nombre de valeurs. Ensuite, à un moment donné, ce qu'elle peut faire, elle peut, elle, envoyer les valeurs à un couple VC correct qui a été déjà utilisé par Alice. Et donc, automatiquement, elle peut se faire passer pour Alice auprès de Bob. Donc, ça, c'est la faille qui existe ici et qui est utilisée par Ève pour se faire passer. Donc ici, elle n'a pas de possibilité d'accès à la, je dirais, à la clé secrète, mais elle peut toujours se faire faire une écoute sur les conversations, les communications entre Alice et Bob. Donc il suffit de récupérer un couple valide, VC, et ensuite il suffit d'exécuter une attaque par rejet, et donc automatiquement, Bob, quand il va recevoir les valeurs VC, automatiquement, il va vérifier que le décodage de C correspond avec. Donc pour lui, il s'agit effectivement de Alice. Pourquoi? Parce que lui et Alice seuls qui partagent la clé secrète K. Donc il pense qu'effectivement, c'est Alice qui a envoyé ça. Et donc ça, c'est la faille qui existe dans ce protocole. C'est dû au fait qu'il n'y a pas de nonce et il n'y a pas de datation. Et donc on peut rejouer le scénario. Il suffit de se mettre à l'écoute pour pouvoir rejouer le scénario. Alors ensuite, on passe à la question suivante. Ça veut dire que là, on a compris le problème qui était posé. Et donc, il y avait possibilité de rejouer le scénario. Or, on vous demande de donner une nouvelle version de ce protocole pour résoudre ce problème qui est utilisé par les deux, je dirais, qui sont les deux interlocuteurs, et donc proposer une solution à ce problème pour éviter qu'il y ait cette, je dirais, faille de rejet. Donc, comment on puisse réaliser justement une nouvelle solution qui permet d'éviter la situation précédente. Alors, pour éviter la situation précédente, c'est que il y avait un protocole qui était simple, il n'y avait pas de challenge-réponse. Donc, on a vu dans le cours que parmi les protocoles qui renforçaient l'identification, c'est d'utiliser le challenge-réponse. Et donc, dans ce cas-là, pour changer les choses d'une manière automatique, c'est que à un moment donné, si Alice veut se connecter, automatiquement, il faudrait que Bob génère un challenge. Et donc là, ça veut dire que lui, il va générer le challenge à chaque fois d'une manière différente, puisque c'est un nombre aléatoire. Et donc, automatiquement, on va éviter le problème de tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de challenge. C'est pour ça que Ève arrivait à s'identifier auprès de Bob. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est il suffit de mettre un challenge et automatiquement, l'interlocuteur, qui est Alice, donc imaginez que Ève
et l'interlocuteur, c'est-à-dire elle veut se faire passer pour Alice, elle ne pourra jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la clé secrète K. Donc, étant donné qu'elle ne connaît pas la clé secrète, elle ne pourra jamais coder le challenge avec la clé secrète. Et donc, automatiquement, elle ne pourra jamais donner une bonne réponse, c'est-à-dire un bon couple qui est CV. Et donc, grâce à l'usage de challenge, on va changer complètement la physionomie du protocole. Et donc, automatiquement, on va éviter la faille de tout à l'heure. Et donc, ça, c'est ce qui permet effectivement de donner plus je dirais, de rigueur à ce protocole, et donc plus de force, et donc il est difficile de le casser. Alors ensuite, on va passer à la question suivante. Donc là, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise une clé secrète. On avait dit que dans la gestion des clés, qu'à un moment donné, si on a une clé secrète, ça veut dire que chaque couple d'interlocuteurs doivent posséder une clé secrète. Moralité, si Alice est censée communiquer avec N personnes, elle doit avoir N clés secrètes chacune qu'elle va partager avec un interlocuteur. Et de la même manière, pour le deuxième, pour le troisième, etc. Chacun doit avoir N clés qui devient, dans la gestion, devient un peu difficile pour pouvoir gérer toutes ces clés pour tous ces interlocuteurs. Et bien entendu, plus le nombre d'interlocuteurs augmente, plus le nombre de clés qui va augmenter, donc leur gestion qui va poser problème. Alors, la réponse, elle est tout à fait, je dirais, indiquée par le cours. Et donc, pour éviter cela, ce qu'on avait dit dans le cours, c'est qu'on peut résoudre ce problème en utilisant les clés publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun n'est pas censé, je dirais, gérer l'ensemble des clés avec les interlocuteurs. Donc lui, il n'a qu'à garder sa clé secrète et sa clé publique, comme son nom l'indique, elle est publiée, donc accessible par tout le monde. Et bien entendu, par la suite, comment modifier le protocole? Le protocole, il suffit de le changer juste en mettant, je dirais, la signature, je dirais, la signature de l'aléa qui est donné. Ça veut dire qu'à un moment donné, Bob, puisqu'on a modifié tout à l'heure le protocole, ça veut dire que vous avez dans le protocole, vous avez Bob qui choisit un aléa et ensuite Alice qui va le chiffrer avec la clé secrète. Maintenant, elle ne va pas utiliser la clé secrète commune avec Bob, mais elle va utiliser sa propre clé secrète. Donc, c'est comme ça qu'on va assurer, à vrai dire, le protocole. Alors ici, quand je vous dis qu'elle va signer l'aléa avec sa clé secrète, naturellement, c'est pas suffisant. Donc, c'est juste l'idée qui est donnée ici. Donc, si je veux être très précis, il faudrait, à vrai dire, faire autre chose avec. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que la solution, telle qu'elle est ici, c'est juste l'idée de base, n'est pas la solution complète. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est un peu le même problème, si vous vous rappelez, quand on a traité les exercices de la signature. Donc, si on met uniquement Alice, elle va signer l'aléa et l'envoyer. Ça, c'est un truc qui n'est pas très, je dirais, qui n'est pas, je dirais, correct à 100%, parce que fonction de hachage.
ce n'est pas suffisant, parce que si on utilise la fonction de hachage, ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi? Parce que la fonction de hachage, dans les protocoles, en général, c'est la même chose que la clé publique. C'est quelque chose qui est connu des partenaires, de tout le monde. La même chose, si on utilise la fonction de hachage, il faudrait que la fonction de hachage soit connue de part et d'autre. Et donc, ce n'est pas vraiment un secret qui puisse, je dirais, résoudre le problème. Et donc, l'idée qu'on doit réaliser ici, c'est quoi? C'est que dans le protocole, on l'a changé, c'est que Bob, il va générer un aléa. Donc, Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va signer ce aléa avec sa clé secrète. Mais quand elle signe cet aléa avec sa clé secrète, il va être envoyé à l'étire. Il va être envoyé dans le réseau. Si quelqu'un intercepte ce message, ce qu'il peut faire, c'est qu'automatiquement, lui, il peut toujours récupérer l'information et changer le contenu par sa propre signature. Pourquoi? Parce que il peut intercepter la signature. On sait que la signature est universellement vérifiable. Donc, il va décrypter avec la clé publique d'Alice et donc lui-même, il peut générer il peut générer une nouvelle signature pour dire que c'est lui qui est en communication avec Bob au lieu de Alice. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, tout simplement, c'est de mettre un peu plus de confidentialité. C'est qu'on peut signer avec la clé privée de Alice et on peut le crypter avec la clé publique de Bob. Et donc, automatiquement, ça veut dire que on évitera même l'écoute à l'intérieur entre les deux. Pourquoi? Parce que si on signe avec la clé privée de Alice, ensuite on le chiffre avec la clé publique de Bob, seul Bob peut déchiffrer le message qui va être envoyé. Et donc là, ça permettra d'avoir aussi bien l'authentification que la confidentialité entre les deux. Alors, la question qui suit, donc là, c'est un peu la reprise, on va dire, du cours qui permet de mettre en œuvre je dirais, le protocole de Fiat-Shamir pour pouvoir réaliser l'identification entre les deux parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va choisir un modulo N, un modulo RSA qui est composé de P fois Q. Ensuite, il y a le choix d'un aléa X de Zn qui est secret. Et par la suite, Alice, elle va calculer la valeur V qui est égale à X au carré modulo N, et c'est Z qui est public et bien entendu connu par Bob. Donc, pour s'identifier auprès de Bob, le protocole de Fiat-Shamir est invoqué par Alice. Est invoqué où Alice va prouver à Bob qu'elle connaît X. Donc, le protocole est invoqué, c'est ce qu'on avait dit dans le cours, il est invoqué plusieurs fois. Pourquoi? Parce que pour permettre une identification forte, on utilise, je dirais, on exécute le protocole N itération. Et bien entendu, Bob accepte l'identification si toutes les invocations réussissent, c'est-à-dire qu'à chaque invocation, le résultat est correct. Et donc là, ce qui permet de montrer et de prouver qu'effectivement, Alice connaît effectivement le secret. Alors, bien entendu, quelqu'un d'autre peut échouer. Pourquoi? Parce que ce protocole, il assure que au niveau du protocole de Fiat-Shamir, donc à un moment donné, rappelez-vous le challenge qui était de donner, il y a l'engagement, celui de Alice, et ensuite il y a le challenge de Bob qui va dire la valeur E qui peut être 0 ou 1. Et donc, on peut réussir, je dirais, de tromper Bob, ce qu'on a, étant donné que le challenge, c'est un bit 0,1, donc on a une chance sur 2 pour pouvoir tromper Bob. Et ça, on a une chance sur 2 sur chaque itération.
Mais comme le protocole, il faut l'exécuter un certain nombre de fois, par exemple ici, je vais l'exécuter, je ne mets pas n parce que n c'est le modulo n qui est utilisé. Donc je mets t qui permet de dire je vais l'exécuter t itérations. Donc si je l'exécute t itérations, ça veut dire qu'à chaque itération, j'ai 1 sur 2. Donc, quand vous multipliez le 1 sur 2 t fois, ça vous donne 1 sur 2 à la puissance t. Bien entendu, ça, plus que t augmente, plus cette probabilité de tromper Bob diminue. Pourquoi? Parce que t augmente, 1 sur 2t tend vers 0. Et donc là, ce qui vous donne la possibilité que les chances de réussir son identification en exécutant le protocole un certain nombre de fois, elle est très petite. C'est ce qui est le cas pour l'ensemble des protocoles d'identification, c'est-à-dire que vous avez une probabilité très très fine et très très faible qui peut exister pour pouvoir s'identifier auprès de l'interlocuteur avec une fausse connaissance, je dirais, du secret. Alors, on passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est un protocole d'identification toujours. Donc, ce qu'on veut, on veut qu'il y ait une identification du prouveur auprès du vérifieur. Alors, naturellement, le prouveur qui connaît le secret, il peut se faire identifier par le vérifieur tout en montrant qu'il connaît le secret. Je rappelle que dans les protocoles, on ne communique pas le secret, mais on prouve que effectivement qu'on connaît le secret. Donc ça, c'est un peu l'esprit des protocoles d'identification. Alors, naturellement, les protocoles d'identification, ils vont éviter que U, par exemple, qui est un usurpateur, puisse se faire passer pour le prouveur auprès de V. Alors, parmi les protocoles qu'on a déjà vus dans le cours, vous avez le protocole d'identification de Knorr, donc, qui utilise le principe du logarithme discret. Donc, vous avez des nombres premiers qui sont utilisés, vous avez un générateur du groupe ZP. Donc, vous avez le secret et automatiquement, la valeur publique V, c'est alpha à la puissance moins S, S qui est le secret modulo P. Donc, ils sont publics. Et le protocole, il s'exécute comme suite. Vous avez un engagement, ensuite vous avez le challenge et vous avez la réponse qui est donnée. Et à partir de la réponse, bien entendu, on doit faire ce qu'on appelle la vérification de la preuve. Si la vérification, je dirais, réussie, ça veut dire que ça permet de prouver l'identité du prouveur. Sinon, l'identité est rejetée. Alors, on vous dit que ici, si P a réussi son identité auprès de V, donc c'est dans quel cas? Si la vérification est positive, c'est-à-dire que cette égalité-là est vraie. Donc, si cette égalité est vraie, automatiquement, le vérifieur va approuver l'identité du prouveur. Alors, la question, c'est montrer que P réussit toujours son identification auprès de V. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en exécutant ce protocole, il arrive toujours à réussir son identité. Là, c'est une question beaucoup plus d'ordre pratique qui permet de dire comment doit-on choisir les nombres premiers P et Q pour que personne d'autre ne puisse calculer S en un temps raisonnable. Donc ça, c'est par rapport à ce problème qu'on connaît déjà son origine, c'est le problème du logarithme discret. Alors, question suivante. U tente de s'identifier auprès de V. Pour cela, il répond
un Y aléatoire à l'étape 3, quelles sont ses chances de succès? C'est un peu la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec l'algorithme de Fiat-Shamir. Là, vous avez aussi une autre forme de quelles sont les chances. Donc, pour le truc de Fiat-Shamir, il y avait 1 sur 2 pour chaque itération. Ici, pour chaque itération, quelle est sa probabilité de réussir? Alors, on vous dit, dans la question suivante, on suppose que le protocole a été mal exécuté, ça veut dire que l'ordre des étapes 1 et 2 ont été inversés. C'est-à-dire que Bob ou le vérifieur a envoyé le challenge avant que l'autre envoie l'engagement. Donc, s'il y a, c'est-à-dire qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau du réseau et automatiquement, avant que la valeur, je dirais, qu'elle y arrive, il y a eu le vérifieur qui a envoyé son engagement et donc automatiquement, comment ça va se passer et comment on peut exploiter cette faille pour pouvoir réussir son identification. Et en dernière question, on vous dit que montrer que si pour un même engagement R, U est capable de répondre correctement à 2 questions distinctes posées par V, alors il connaît S. Donc ça veut dire qu'il faut étudier le protocole et on montre qu'effectivement on peut arriver à montrer cela. Alors, on commence par la première question. Donc, montrer que P réussit toujours son identification auprès de V. Et donc là, pour montrer cela, ça veut dire que il suffit de voir que à chaque fois, P, il donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, que P arrive à donner toujours les bonnes valeurs qu'il doit fournir à V. Et bien entendu, s'il fournit les bonnes valeurs à V, automatiquement, on va voir que l'équation de vérification, elle va être vraie. Donc, ce qui est le cas. Parce que ici, P, il connaît S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il reçoit le challenge de V, qui est le E, je vous rappelle que le R, c'est quoi? C'est l'engagement de P. E, c'est quoi? C'est le challenge ou le défi de V. Et donc, lui, il connaît R. E, il vient de le recevoir. S, il le connaît. Pourquoi? Parce que c'est son secret. Et donc, automatiquement, il arrive à calculer correctement Y. Donc, s'il arrive à calculer correctement Y, automatiquement, si vous voyez la formule de calcul, donc la formule de calcul qui n'est autre que alpha à la puissance Y fois V à la puissance C. Donc, automatiquement, ça permettra de réaliser, je dirais, le calcul exact. Il suffit de remplacer les valeurs par leur contenu. Automatiquement, ça vous permettra d'obtenir le résultat. Donc, il suffit de mettre alpha, remplacer Y par sa valeur, et vous allez remplacer V, qui n'est autre que alpha à la puissance moins S. Donc, et ici, c'est pas le C, c'est le E plutôt. Hein. Je me suis trompé parce qu'avec les éléments. Donc, ici, ça va vous donner les valeurs qui sont alpha à la puissance R plus CS. Ici, ça va donner alpha à la puissance moins ES. Donc, plus ES moins ES vont disparaître. Vous allez obtenir alpha à la puissance R. Alpha à la puissance R n'est autre que X. Et donc, automatiquement, l'égalité est vérifiée. Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, P réussit sans identité. Pourquoi? Parce que le V va calculer cette valeur. Si la trouve est égale à X, donc automatiquement, il dit que c'est bon. Alors, pour la deuxième question, qui est beaucoup plus d'un ordre pratique et d'un ordre théorique aussi, ce qui se passe par rapport à la puissance des machines, on vous dit
comment calculer, comment choisir les nombres P et Q pour que personne ne puisse calculer le logarithme discret. Bien entendu, on a vu déjà dans des exercices précédents que dans le logarithme discret, si on choisit des petites valeurs, on peut toujours s'amuser à calculer les différentes valeurs à la puissance, et donc ça nous permettra de résoudre le problème du logarithme discret. Donc plus on augmente les valeurs de P, automatiquement il est difficile de trouver les valeurs secrètes correspondantes au logarithme discret. Alors dans la pratique, P il va être aux alentours de 1024 bits et Q aux alentours de 160 bits. C'est la même chose un peu pour RSA. De nos jours, on choisit le module N aux alentours de 2048. Ça, c'est quelque chose qui est lié beaucoup plus à la performance des machines actuellement, qui existent actuellement. Dans la question suivante, c'est de dire, de tenter, quelles sont ses chances de réussir? Ben, tout simplement, quelles sont les chances de calculer la valeur Y? Les chances de calculer la valeur Y, s'il ne connaît pas S, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire ce calcul. Donc, puisque U, c'est un usurpateur, donc il ne connaît pas le S, parce que le S, il est connu par P. Donc, s'il ne connaît pas S, comment il peut calculer cette valeur? Ben, la seule chance, c'est quoi? C'est de choisir une valeur aléatoire. Comme la valeur est aléatoire, elle est choisie dans quel intervalle de valeur? Regardez ici, c'est le modulo Q. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une chance sur Q de choisir la bonne valeur. Donc, parce que la bonne valeur, elle est dans cet intervalle. Quelle est la chance de tomber sur la bonne valeur? C'est 1 sur Q. Et donc, automatiquement, la chance de réussite au niveau du calcul de Y, c'est de 1 sur Q. C'est pour ça que la question précédente, c'était de dire quels sont les ordres de grandeur. Et donc, vous voyez que si l'ordre de grandeur de Q, il est aux alentours de 160 bits, ça vous donne l'ordre de grandeur des valeurs qui peuvent être choisies. Et donc, automatiquement, sa chance, elle est vraiment réduite à chaque fois qu'on augmente la valeur de Q. Alors, dans la question suivante, on avait dit que s'il y a un petit problème au niveau de l'algorithme, c'est-à-dire qu'on arrive à exécuter l'étape 2 avant l'étape 1, c'est-à-dire que vous avez le challenge qui vient avant l'engagement, ben, automatiquement, si vous analysez un peu les choses, automatiquement, ce que peut faire le U, il a reçu le challenge, et donc automatiquement, ce qu'il peut faire, il peut choisir aléatoirement Y, et donc ensuite il va calculer X selon ce procédé, puisqu'il a le Y, et donc il peut toujours le calculer, donc il n'a pas besoin de connaître le S, et par la suite, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie le X, et il envoie le Y. Et donc ça, quand les valeurs arriveront chez le vérificateur, ben, tout simplement, la valeur automatiquement qui va être trouvée, automatiquement, c'est la bonne valeur. Il suffit que de vérifier justement ce calcul. Vous allez trouver qu'effectivement, on peut réussir son identification auprès de V. Donc ça, c'est un ordre qui est inversé. Donc lui, ce qu'il fait, il va choisir un Y aléatoire et il va inverser les rôles pour pouvoir trouver, calculer le X sous cette forme-là. Et donc il va envoyer le X et le Y et automatiquement le V va vérifier et il va trouver que si vous faites la vérification, vous allez trouver que c'est correct. Alors, pour la dernière question, donc on vous dit montrer que si pour un même engagement R, U est capable de répondre correctement à deux questions distinctes, ça veut dire qu'il connaît S. Ben, tout simplement, il suffit de voir le protocole tel qu'il est. Donc,
Ça veut dire qu'il arrive à répondre correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire U a trouvé un Y et qui vérifie l'équation. Donc pour les deux reprises, c'est-à-dire Y et YP. Et s'il a pu répondre à deux questions, ça veut dire qu'il a pu avoir Y et YP. Donc il suffit de remplacer Y et YP par leur valeur correspondante. Donc automatiquement, vous avez les deux équations. Vous faites la différence entre les deux équations. Donc si vous faites la différence entre les équations, vous allez avoir ceci. Y moins Y' égale à E moins E' fois S. Et comme les deux Y sont différents de 0, ça veut dire qu'on peut calculer leur inverse. Donc automatiquement, ce qui se passe, à partir de cette équation-là, on peut toujours trouver le S qui n'est autre que Y moins Y' fois l'inverse de E moins E'. Et donc là, à travers ça, ça veut dire qu'il arrive à trouver le secret S. Donc, ce qui permet de deviner la valeur de S qui est utilisée par le prouveur réel. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à répondre à deux questions qui sont différentes. Donc, pour deux engagements qui sont différents. Et donc, automatiquement, on arrive à détecter et à trouver le S. Pourquoi? Parce que le S rentre dans le calcul de la valeur de Y. Et donc, à travers ça, ça permettra effectivement, ça c'est un peu quelque chose qui ressemble à une situation qu'on a déjà vue, si vous vous rappelez, de l'algorithme d'El-Gamel, quand il y a, je dirais, un usage, par exemple, de signature pour deux messages différents, mais avec le même aléa K. Donc, c'est un peu ce principe qui est utilisé. Là aussi, ça veut dire qu'on a pu trouver un Y, même si d'une manière aléatoire, pour deux challenges qui sont différents, E et E'. Et donc, automatiquement, ça a permis de retrouver le S, parce que regardez ici, l'engagement, c'est le même. Donc, R, on a utilisé le même R. C'est pour ça qu'on a utilisé les deux équations différentes. Deux équations différentes. Mais remarquez que ce qu'il y a comme commun, c'est R. Et ça, c'est dû au texte qui est dit ici, c'est pour le même engagement R. Et donc, automatiquement, on arrive à trouver par la suite, à déduire le S d'une manière automatique. Donc, ainsi se termine le TD.